À mesure que j'avance dans l'enquête, les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui était resté dans l'ombre me devient plus clair. Les brigadistes du secteur droit ne sont pas seulement des patriotes forgés dans la lutte contre les Russes. Ce sont des paramilitaires d'extrême droite, avec une vision totalitaire de la société. Leur fondateur, Dimitri Yarosh, livre leur vision du monde dans un clip qui sent le fanatisme et le pneu brûlé. Ça passe un peu vite, mais il faut l'entendre. Il est contre la démocratie, contre la liberté des mœurs et contre l'intégration européenne. Un mélange de nationalisme et d'apocalypse qui devrait effrayer toute démocratie. Et pourtant, Dimitri Yarosh est aussi conseiller au ministère de la Défense. Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Il ressemble furieusement à celui de la division SS Das Reich, qui a massacré des civils de l'Ukraine jusqu'à Oradour-sur-Glane. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. La plupart ont sans doute été postées par les officines de propagande de leur ennemi russe. Mais elles semblent authentiques. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Ils ont changé de dimension. Ils ont abandonné les bâtons et les boucliers en bois. Ils manipulent maintenant de vrais fusils. À nouveau, l'ambiguïté. Officiellement, cette brigade obéit à l'armée nationale ukrainienne. Et pourtant, nombre d'entre eux restent masqués. Leur chef est issu de la mouvance nationaliste radicale, mais il sait qu'il doit, pour des raisons diplomatiques, le dissimuler aux médias occidentaux. Donc rien à voir entre le bataillon Azov et une présence néo-nazie, ça n'existe pas. Nous sommes un bataillon composé à 60% de nationalistes. Alors oui, on peut facilement manipuler cette info. Mais le national-socialisme, c'est une idéologie qui a existé dans d'autres pays il y a 70 ans et qui a disparu depuis longtemps. En vérité, ça ne nous intéresse pas. Dans ce hangar, Azov fabrique une nouvelle génération de chars. C'est un choc de découvrir qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis très longtemps, au cœur de l'Europe, des bandes armées d'extrême droite ont reconstitué des corps francs, lourdement armés. On a l'impression quand même que c'est un petit corps d'armée parallèle, hein, donc ça vaut beaucoup d'argent, de 1500 hommes, de matériel comme ça. Qui vous aide financièrement ? Bon, si on parle finance, en ce qui nous concerne, l'armement, il nous est fourni par l'État, ainsi qu'une partie de notre équipement. Tout le reste est le fruit du travail des activistes, parmi lesquels il y a des petits et des moyens businessmen qui investissent de l'argent et qui rendent tout cela possible. Ces manifestants se sont transformés en guerriers lors des combats contre les pro-russes, à l'est du pays. C'est Andrei Biletsky qu'on voit ici diriger la brigade Azov, à Mariupol. Son bataillon a acquis cette importance parce que l'armée ukrainienne était faible et désorganisée. Les brigades se sont portées volontaires. Le gouvernement avait besoin d'elles. Il les a armées et elles n'ont jamais rendu les armes. Pour comprendre le conflit, il faut savoir qu'en Ukraine, il n'y a pas que des Ukrainiens. Il y a aussi une énorme population d'origine russe. Du temps de l'Union soviétique, les deux peuples se sont beaucoup mélangés, notamment à l'est et au sud du pays. Dans ces régions, une grande partie de la population ne parle que le russe. Après la révolution, le nouveau pouvoir ukrainien a voulu échapper totalement à l'influence de la Russie.
Il a annoncé son intention d'interdire l'usage du russe comme langue officielle. Les Russes d'Ukraine, qui ne parlaient pas ukrainien, se sont vus devenir des citoyens de seconde zone. C'est cette mesure qui a mis le feu aux poudres. Les grandes villes ukrainiennes de l'Est, Donetsk et Lugansk, se sont soulevées. Dans les 3 mois qui suivent la révolution de février 2014, la situation est explosive. Au sud, dans le grand port d'Odessa, vital pour l'Ukraine, les populations pro-russes commencent elles aussi à manifester. Pacifiquement pour l'instant. Mais le nouveau pouvoir de Kiev devient nerveux. Il ne peut se permettre de perdre aussi Odessa. Le nouveau gouvernement n'a pas confiance dans la police, alors il va s'appuyer sur les milices nationalistes d'Odessa, notamment le secteur droit. Un envoyé du gouvernement vient même les préparer à l'affrontement. Notre garçon. Je me souviens de tout. On ne peut rien oublier. Je me souviens de cette foule sauvage. La plupart des gens là-bas, c'étaient des jeunes. C'était l'avenir de ce pays. Tout ce qui était bien ici a été tué le 2 mai. Vadim Papoura, c'est lui, à droite de l'estrade. Nous sommes le 1er mai 2014 et dans 24 heures à ce même endroit, Vadim va mourir, avec 42 autres personnes. Depuis plusieurs semaines, devant la maison des syndicats d'Odessa, s'est installé un campement de communistes, principalement des retraités appauvris. Ils ont oublié que l'Union soviétique était une dictature. Ils regrettent un système qui protégeait les plus faibles. Ici, les gens sont d'origine russe comme une grande partie des habitants d'Odessa. Et ils sont terrorisés par la nouvelle Ukraine. Fatima, la mère de Vadim, est l'une d'entre eux. Ce campement était ici depuis le Maïdan. Il ne gênait personne. Rien ne se passait là-bas en plus. Là-bas, les gens n'étaient pas armés. Il y avait des vieux, des grands-mères et des jeunes. Mark Gordienko dirige une milice nationaliste ukrainienne. 2 jours auparavant, c'est lui que l'homme du gouvernement est venu visiter sur un checkpoint contre les pro-russes. Ce campement était le point de cristallisation du banditisme russe et du monde russe. C'est le grand crime du monde russe qui se cache derrière ces vieux stupides, imbéciles, qui n'ont plus toute leur tête. Le 2 mai, tout commence dans le centre-ville à 2 km de la maison des syndicats. Des nationalistes ukrainiens se sont réunis près d'une église. Il y a des supporters de foot hooligans et une brigade du secteur droit. Tout ce qui va suivre ce jour-là a été tourné par des dizaines de caméras et de téléphones portables, puis posté sur Internet.